ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. 4 astuces pour réussir ses travaux quand on n'y connaît absolument rien. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager un peu notre expérience concernant les travaux parce que, en effet, pour notre part, Cyril et moi, on a acheté des immeubles avec travaux et qu'on a entièrement rénové. Alors, nous, on n'a rien fait. Ce sont concrètement des prestataires qui ont fait tout cela pour nous. Et je vais vous parler parce que nous, au départ, on n'y connaissait absolument rien. Mais quand je dis rien, vraiment, j'avais jamais vu de travaux de toute ma vie. C'est-à-dire que je ne savais pas comment ça fonctionnait. Il y a juste Cyril, lui, il avait vu un petit peu faire son père, mais lui, concrètement, il avait juste peut-être quelques notions comme quoi, voilà, il faut une perceuse pour percer un trou, et puis il y a le BA13 qui sert ça s'appelle le placo pour faire les murs, quoi. Enfin, on en était à ce niveau-là. On était très loin, et encore, je trouve qu'il en savait déjà beaucoup, rien que de savoir ce que c'était que le BA13, moi pour ma part, je ne savais même pas ce que c'était. Donc je vous réexplique juste pour les personnes qui se posent la question, qu'est-ce que c'est que le BA13 ? En fait, quand on construit un mur, à l'intérieur d'une maison, on n'utilise pas des briques comme on utilise autour d'une maison pour que ce soit solide. En fait, à l'intérieur d'un appartement, c'est normal, quand on tape dessus, ça sonne creux, c'est parce qu'en fait, ce sont des espèces de petits panneaux qu'on achète tout fait, qu'on accroche avec des rails en haut et en bas, et c'est comme ça qu'on fait des pièces. Voilà, donc juste ça, par exemple, je ne connaissais pas. C'est juste pour vous dire un peu le niveau duquel on partait. Et pourquoi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui ? C'est parce qu'en fait, le fait d'avoir l'envie de faire des travaux, c'est génial. Oser faire des travaux, c'est extraordinaire, parce que ça va vous donner plein de force en tant qu'investisseur immobilier. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà, quand vous avez peur de faire des travaux, vous n'allez pas oser acheter un bien avec des travaux à faire dedans. Donc en fait, vous imaginez pas toute la concurrence que vous éliminez à l'instant même où vous décidez d'acheter un bien avec des travaux. Parce qu'en fait, les gens, ils ont peur des travaux. Donc si vous osez les faire, vous allez voir, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de rentabilité. Parce que, en effet, le fait d'oser faire des travaux, ça fait qu'on mérite d'avoir une meilleure affaire, tout simplement. Donc, je vous conseille vivement d'oser faire des travaux, et dans cet épisode, je vais vous montrer comment vous devez vous y prendre quand vous n'y connaissez absolument rien, ok ? Alors, accrochez-vous, c'est très simple. Je vais vous donner les 4 astuces. Vous allez voir, il suffit de les suivre, et normalement, vous devriez vous en sortir pas trop mal, ok ? Alors, la première astuce, c'est que quand vous n'y connaissez rien, ce que je vous recommande, c'est de passer par une entreprise générale. D'accord ? Une entreprise qui va chapeauter l'ensemble du chantier. Commencez pas à contacter un électricien, un plombier, un plaquiste, etc., etc. Parce qu'en fait, ça va vous donner trop de charge mentale et vous n'allez pas réussir à chapeauter tout ça. Donc, ce que je vous conseille, quand vous débutez, vous prenez une entreprise générale, c'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un qui fait l'ensemble des travaux. Et vous allez faire venir cette entreprise pour faire des devis. Et cette personne, c'est elle qui va chapeauter l'ensemble des prestataires. Souvent, ce ne sont pas les employés de l'entreprise qui vont faire tout. Souvent, ils sous-traitent. D'accord ? Ils vont sous-traiter à un électricien, sous-traiter à un plombier. Et parfois, ils ont quelques employés qui vont faire directement les travaux, mais ils utilisent aussi des prestataires. Mais au moins, même si vous allez payer un peu plus cher, ce sera eux qui vont gérer les prestataires, et si vous n'êtes pas content de quelque chose, vous avez toujours le même point d'entrée. Vous avez votre maître d'œuvre, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est la personne qui va organiser toutes les personnes sur le chantier et les gérer, appeler les plombiers quand c'est à leur tour de venir poser un tuyau, etc. Et pour bien choisir votre maître d'œuvre, vraiment, en tant que débutant, ce que vous devez faire, c'est faire avec votre ressenti. Il faut vraiment qu'avec la personne qui va suivre votre chantier, le maître d'œuvre, vous ayez un bon feeling.
ok ? Si elle commence à mal vous parler, enfin quand je dis mal vous parler, c'est que elle va vous dire « Ah mais ok, donc vous connaissez rien, oui bah c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que ça se fait, et puis de toute façon c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, et puis dès que vous posez une question, vous voyez qu'elle est un peu condescendante parce que vous n'y connaissez rien, bah franchement fuyez, parce que ça va être comme ça tout au long du chantier. Donc essayez de trouver quelqu'un avec qui vous avez un bon feeling, que vous trouvez qu'il est à l'écoute, qu'il est respectueux de vos idées, même si parfois vous allez peut-être dire des gourdes parce que vous y connaissez rien, mais qui va pas, entre guillemets, vous rabaisser à cause de cela. Ok ? Parce que même si on dit des choses peut-être qui sont peut-être un peu idiotes aux yeux de la personne, elles sont quand même valables. Vous allez voir après dans mes anecdotes que même quand on n'y connaît rien, ça sert quand même à quelque chose. Donc, maintenant que vous avez trouvé des devis, vous avez trouvé un maître d'œuvre avec qui vous avez confiance, eh ben, vous commencez. Et bien sûr, le petit truc qu'il faut faire attention, et ça c'est la deuxième astuce, c'est de bien s'assurer que dans le devis, il y a tout ce que vous pensez que vous voulez faire dedans. C'est-à-dire, j'ai peut-être pas été assez claire, en fait, c'est-à-dire que dans un devis, la personne va vous faire une liste de plein de choses, avec écrit plein de mots compliqués, je sais pas quoi, des mots peut-être un peu plus complexes, je sais pas, pause et dépose de je sais pas quoi, et puis vous allez dire bah c'est quoi ce truc, enfin en fait elle va vous mettre un petit peu du vocabulaire technique dans le devis, et vous allez relire le devis, et vous allez vous dire oh là là déjà ça coûte cher, bon forcément on s'étonne toujours que ça coûte cher, et surtout que vous allez voir qu'il y a pas mal de postes où vous allez pas forcément comprendre qu'est-ce que c'est, et vous allez vous dire oh là là il y a beaucoup de choses, du coup je dis rien. Mais en fait ce qui se passe, c'est que très souvent, comment ça se passe dans un chantier, c'est que vous allez les voir après, vous allez signer votre devis, vous allez vous débarquer pendant le suivi du chantier. Ah, mais du coup, les plaintes, vous les avez pas posées ? Puis là, ils vont dire, ah bah non, mais ça, c'était pas inclus dans le devis. Puis tu vas dire, bah ouais, mais pour moi, c'était un peu évident que les plaintes, elles étaient mises aussi avec le sol. Ah bah non, ça, c'était pas prévu. Et en fait, là, à chaque fois, vous allez vous retrouver un peu de façon idiote, en mode, ah bah zut, du coup, c'est pas prévu. Ou, ah bah tiens, le point lumineux dans telle pièce. Bah ça c'était un peu évident quand même de mettre un interrupteur à tel endroit et tel endroit. Ah bah non, dans le devis c'était prévu un seul interrupteur. Et là, c'est là qu'il faut absolument que, avant même de signer le devis, vous preniez le temps d'essayer de réfléchir à tout ce qui doit être fait, alors à votre échelle, et même si vous comprenez peut-être pas tout le devis, de rappeler le maître d'œuvre pour lui demander, ok, est-ce que ça, est-ce que tout ça est bien inclus au devis ? Et comme ça, vous avez encore du pouvoir dans la négociation pour dire, ok, ça, je veux que ce soit inclus dedans. Ça, je veux que ce soit inclus dedans. Le ménage de fin de chantier, je veux que ce soit bien inclus dedans. Et l'autre point aussi que je vous recommande vivement, c'est de mettre en place des pénalités de retard. Tout simplement parce que on a un petit peu peur au début quand on commence avec un maître d'œuvre. Il ne va pas nous les proposer. Mais si jamais vous avez envie que votre chantier passe en priorité, parce que vous avez des délais, vous avez envie de mettre en location avant une certaine date, je vous recommande vivement de pousser à mettre des pénalités de retard. Ce que vous faites pour les mettre en place, c'est que vous dites gentiment, bah voilà, quelle est pour vous la date à laquelle vous pensez que ce chantier pourra être terminé. Prenez un peu plus de marge et vous dites, ok, donc à ce moment-là, je vous laisse encore 2 semaines de plus de délai, et à partir de ça, il faudrait qu'on mette en place des pénalités de retard, parce que moi, je veux vraiment être sûre qu'à cette date, ce sera bon. Et là, le maître d'œuvre va dire, ah mais non, mais ça c'est sûr, ce sera bon, nanana. Il dit, ok, très bien, bah moi ça me rassure d'avoir des pénalités de retard, comme ça, moi je sais qu'il n'y a pas de raison que ça dépasse. Okay, et ne lui mettez pas des délais où il va se sentir pressé, mettez-lui des délais qui sont vraiment plausibles pour lui et qui se sent à l'aise avec, comme ça, son engagement, il va vraiment vouloir le respecter. Nous, pour notre part, on a eu des délais de retard, on a eu des retards sur tous les chantiers, grosso modo, mais on a toujours réussi à s'arranger. Alors, en général, ils n'aiment pas payer des pénalités de retard, donc ça vous donne un outil dans votre négociation pour dire, par exemple, ok, bon ben, comme vous êtes en retard, pour éviter que vous payiez des pénalités de retard, ce que je peux vous proposer, c'est que vous vous occupez du montage des meubles, et en échange, du coup, je vous demande pas les pénalités de retard. Et là, ils vont être super contents, parce qu'ils auront juste à mettre 1 ou 2 gars, comme ils disent les gars, 1 ou 2 personnes sur le chantier pour monter vos meubles, et eux, ça leur fait pas baisser leur chiffre d'affaires. Voilà, donc c'était juste une petite astuce encore, entre parenthèses. La 3e astuce, c'est par rapport à l'acompte. Alors, le truc qui est classique, c'est de payer un bel acompte de 30% au début du chantier, et en fait après ça démarre jamais, et puis il y en a qui mettent les clés sous la porte et vous ne retrouvez pas votre acompte. Ça c'est quand même un grand classique. Alors moi ce que je vous recommande, il y a 2 façons de faire. Déjà, vous ne payez aucun acompte tant que la date de démarrage du chantier n'est pas fixée.
Ok ? Vous attendez que la date soit fixée, et une fois que cette date elle est fixée, ok, vous voulez bien payer de l'acompte. Mais, si pour vous cet acompte, souvent ils demandent 30%, si jamais pour vous cet acompte, c'est beaucoup d'argent, ça vous met en risque sur votre projet immobilier, que si jamais ils partent et qu'ils ne reviennent jamais, ça vous met vraiment sérieusement en risque, à ce moment-là, essayez de voir avec eux pour dire, ok, moi je veux bien payer 10% au lieu de 30%, et la semaine de démarrage du chantier, je débloque l'autre partie de l'acompte. Mais tant que le chantier n'a pas démarré, je ne veux pas payer 30%. Nous, pour notre part, c'est ce qu'on a fait sur notre 3e immeuble, étant donné que le chantier il était vraiment gigantesque. L'acompte, il était à 5 chiffres, donc on ne pouvait pas se permettre qu'on n'en voit pas la couleur de cet acompte. Donc, pour vraiment nous assurer, on a dit, écoutez, nous, on va mettre que 10% d'acompte. Comme ça, nous, on était plus à l'aise en se disant, au cas où, on ne sait jamais ce qui se passe, ils font faillite et qu'on ne retrouve pas notre acompte, on n'était pas dans le caca, hein, désolé pour l'expression. Mais du coup, on avait donc nos 10%, et au moment de la semaine de démarrage, on a débloqué un peu plus parce qu'ils avaient déjà apporté du matériel, ils avaient commencé à mettre en place des personnes qui travaillaient sur le chantier, et donc là, dans la semaine-là, on a débloqué pour qu'ils aient bien les 30% au démarrage et qu'ils se sentent à l'aise pour faire justement les avances de matériel, etc. Voilà, ça c'est une petite astuce aussi pour éviter de vous faire avoir. Et la 4e astuce, c'est justement de se faire confiance sur le suivi du chantier. Alors ça, c'est super important, parce que comme vous êtes débutant, vous allez avoir votre devis, vous allez être content, vous allez lancer les travaux. Donc là, pour l'instant, voilà. Normalement, forcément, on est un peu stressé, on se dit, oulala, on n'a jamais fait. Et vous allez tout doucement arriver sur le chantier. Et vous allez avoir des impressions. Alors par exemple, vous allez peut-être avoir une impression en mode, oulala, mais ils sont graves à la bourre, jamais ils auront fini. Ou peut-être que vous aurez une impression, moi c'est par exemple ce qu'on avait eu avec Cyril sur notre premier immeuble. Ah ouais, mais alors en fait le sol, il s'était amusé à poser le sol. Alors on a fait que du sol en PVC. C'est ce que je vous recommande d'ailleurs si jamais vous pouvez faire ça. Si jamais vous devez refaire un sol, c'est de faire du PVC. Le PVC en fait c'est des lattes en plastique qui sont en imitation parquet. Mais l'avantage c'est qu'elles sont très résistantes au temps, qu'elles sont pas trop chères et surtout que ça fait aussi isolation phonique. Donc nous on voulait avoir un peu la paix entre les appartements pour être sûr qu'il n'y ait pas de locataires qui se plaignent parce que ça faisait du bruit. Donc en gros le PVC, nous, c'est ce qu'on a mis un peu partout. Et du coup, nous ce qu'ils avaient fait, ils avaient mis en place le PVC, donc c'était des lattes de PVC, et ils s'amusaient à pas finir les coins. Donc en fait, les coins n'étaient pas finis, il fallait faire les découpes. Donc ça les saoulait en fait de faire les découpes. Puis nous, on se disait, mais tu vois, c'était pas très bien calé, les lattes ne se touchaient pas bien. Et on se disait, mais jamais ça va être posé correctement ce truc. Puis nous, on n'avait pas confiance en nous. Donc on se disait, ah mais vous êtes sûr, là ça a l'air mal posé, etc. Et là ils disent, non mais vous inquiétez pas madame, vous allez voir, ça s'arrange à la fin, quand on fait les coins, etc. etc. Et là ce qui se passe, c'est qu'en fait on se retrouve à la fin du chantier, puis là on arrive à la fin qu'ils aient fini, enfin pas à la fin du chantier, mais ils avaient terminé de poser le sol, et là on dit bah ouais mais regardez, vos lattes elles sont pas bien collées, en fait il y a des espaces entre vos lattes, donc ça va pas. Ah oui d'accord, et là ils vont dire ah oui mais du coup on peut pas tout déposer, c'est fait. Et là, tu te dis, bah ouais, mais j'avais dit dès le départ que ça avait l'air bizarre votre sol, que ça allait être mal fait. Mais sauf que j'avais pas confiance en moi. Et donc, ça, franchement, c'est une erreur. C'est une erreur qu'on a faite. C'est que, voilà, on n'avait pas trop confiance en nous, donc on n'ose pas trop faire des remarques. Et du coup, bah, on a réussi à négocier une ristourne après coup ou des choses supplémentaires à faire gratuitement. On a dû donc utiliser ce défaut comme négociation pour obtenir quelque chose de supplémentaire, mais en effet, bah, c'était fait, et c'était raté, et souvent, ils veulent pas tout déposer, c'est quasiment impossible de négocier pour qu'ils déposent tout et qu'ils refassent tout. Donc voilà, et l'autre astuce qui aurait pu rendre cette chose évitable, c'est qu'en fait, eux, ils avaient commencé par tous les sols sans les finir nulle part, dans tout l'immeuble, et du coup, ils ont fini tous les sols en même temps de tout l'immeuble, et donc en fait, ils voulaient plus déposer les sols. Alors qu'en fait, ce qu'on aurait dû faire, c'est qu'on aurait dit, ok, tu fais cette pièce-là en sol, et quand je valide le sol, après tu passes aux autres pièces. Comme ça au moins, vous avez un rendu de résultat concret avant que ça passe à la suite. Ça peut être pareil pour la peinture. Vous pouvez d'abord dire, bah faites bien une pièce, j'arrive, je valide, et après vous passez à la pièce suivante. Parce que sinon ils vont dire, ah mais j'ai pas envie de refaire, gna gna gna. Bah ouais, mais en fait, si tu peux choper direct les prestataires qui font pas le travail comme tu as envie qu'il soit fait, et bah fais-le le plus vite possible pour justement pouvoir impacter la suite du chantier.
Bon, je donne pas mal de conseils un peu dans tous les sens, mais j'espère que ça va vous donner un peu de matière pour vous sentir plus en confiance, pour vous lancer dans des travaux. Et pour finir, il faut aussi se faire confiance. Donc par rapport à la fait de se faire confiance, pour ma part, moi j'y connaissais rien. Moi je voyais juste les trous entre les lattes et je disais bah non c'est bizarre, elles sont pas collées. Et à chaque fois c'était pertinent, même si j'y connaissais rien. Et alors l'autre truc qui était trop drôle, c'est que Cyril il fait un point de chantier, alors lui il commençait à être un petit peu plus à l'aise sur les discussions des matériaux etc. avec les personnes. Puis il parle pendant 1 heure et tout sur le truc, il dit ah ouais c'est fini. Et puis moi je suis là mais en mode mais ouais mais du coup il est où l'interrupteur là pour allumer la lumière? Tu sais, question bête. Ah bah bien en effet il n'y a pas d'interrupteur. Ah bah ils ont oublié. Et en fait heureusement que j'avais remarqué ça, tout simplement parce qu'en fait ils avaient carrément, alors l'interrupteur il existait, mais ils avaient mis, alors nous on appelle ça là l'espèce de papier peint là qu'on colle au mur pour mettre la peinture dessus. Bon, je ne sais plus le nom, je suis vraiment désolée. C'est quoi le nom de ça? Je sais plus. En tout cas, ils avaient mis le papier pour peindre dessus. C'est l'espèce de papier un peu rugueux qu'on met pour les locations, parce que c'est super pratique pour repeindre dessus. Et en fait, ils avaient carrément collé sur le trou où il devait y avoir l'interrupteur. Du coup, on voyait même plus l'interrupteur. Voilà, donc du coup, on a réussi à retrouver l'interrupteur. Où est-ce qu'il était placé? Parce que sinon, ils auraient dû tout repeindre et péter le truc, parce qu'ils n'allaient pas faire des trous partout pour retrouver où était placé l'interrupteur. En fait, c'était génial parce qu'on avait pris des photos régulièrement tout au long du chantier. Et ça, d'ailleurs, c'est autre chose que je vous recommande. Donc en fait, vous avez plein de conseils. Au lieu d'en avoir 4, prenez des photos à chaque fois que vous faites une visite de chantier. Ok, comme ça, vous vous rappelez où étaient les choses. Et là, en l'occurrence, grâce au fait qu'on ait pris des photos, on a pu retrouver où était placé cet interrupteur disparu en dessous de l'espèce de papier peint. Voilà, donc ça, c'est des petites astuces. Par rapport au suivi du chantier aussi, c'est possible, il y a plein de choses qui sont possibles. En l'occurrence, nous, on a fait un suivi quand on était à Paris et qu'on investissait donc à Metz, on faisait des allers-retours de 1h20. Donc franchement, avec les enfants, on n'avait pas envie de le faire tous les 4 matins, ce qui faisait que souvent on faisait un suivi de chantier toutes les 2 à 3 semaines. Alors, il faut savoir que c'est plutôt vers la fin du chantier, au moment des finitions, où il faut être plus présent. Donc on est passé, on va dire, à 1 fois toutes les 3 semaines au début, à 1 fois toutes les 2 semaines, puis 1 fois toutes les semaines sur la fin du chantier au moment de la livraison. Donc ça, c'était un peu le rythme quand on était à distance. Donc ça, c'est possible. Et ensuite, quand on est sur place, l'idéal, c'est d'y aller le plus souvent possible. Hein. Franchement, mais ça peut vous prendre un temps de dingue. Donc vous pouvez très bien y aller 1 fois par semaine, ou 1 fois le lundi, 1 fois le vendredi, ou 1 fois le lundi, 1 fois le jeudi. Mais essayez de trouver une façon de faire pour suivre régulièrement, parce que vous allez voir un truc, hein. Plus vous suivez de près, plus ça va vite. Parce que c'est dingue, hein. Nous, quand on était à Paris, ça avançait 10 fois plus lentement que quand on était sur place pour le 3e immeuble, où on a pu vraiment suivre les chantiers au jour le jour. Et là, ça a dépoté parce que, dès que t'arrives sur le chantier et que tu vois qu'il y a personne qui bosse, t'appelles le maître d'œuvre. Au fait, pourquoi il y a personne aujourd'hui sur le chantier, quoi? Et donc tout de suite, il a la pression, il sait que son chantier, il doit avancer. Bon, c'était un peu un gros épisode, je vous ai parlé de plein de trucs, mais je pense que c'est intéressant pour les personnes qui n'y connaissent rien. Il faut que vous donniez ce courage de vous lancer. L'autre avantage, et qui est génial, c'est que si un jour vous achetez pour votre résidence principale, vous aurez plus peur de faire des travaux, vous pourrez faire les choses à votre goût. Et ça, je trouve ça génial quand même de se dire, je peux acheter une maison, je peux acheter un truc à rénover, aucun souci, et en plus je vais faire ça vraiment de façon canon, à ma façon. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et surtout si jamais vous voulez avoir d'autres conseils, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt, ciao ciao. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Mais avant de finir, pense à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode. Parce que nous sommes ici toutes les semaines, sans faute, pour t'apprendre non seulement à devenir plus riche sur le papier, mais surtout pour augmenter ta liberté. Et par la même occasion, je vous encourage vivement à y ajouter une note de 5 étoiles, parce que ça nous fait plaisir de savoir que le contenu vous motive et vous booste. On se retrouve la semaine prochaine pour développer votre intelligence financière. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Ciao ciao.